Bienvenue à tous et merci de votre présence ce midi pour notre nouveau webinaire qu'on organise tous les trimestres avec les CPTS du des thématiques aujourd'hui, la téléexpertise et l'accès au DMP via Amélie Pro. On en profitera aussi pour vous partager quelques chiffres sur mon espace santé. La présentation va être réalisée en binôme par Laurent Couture et Docteur Besançon avec des démonstrations d'outils. Sur la téléexpertise, on va vous montrer deux outils qui existent et qui sont utilisés en Essonne. C'est pas les seuls, il en existe beaucoup. On ne pouvait pas tout vous montrer ce midi. Éventuellement, on pourra aussi en présenter d'autres à l'occasion d'un prochain webinaire. C'est aussi pour illustrer en pratique et en termes aussi d'impact sur la facturation auprès de l'assurance maladie. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude via le chat ou en direct pendant les présentations. Et donc, je laisse la parole pour le premier point. Tu veux me dire un petit mot en préambule, Laurent, ou je Non, juste pour commence? dire que aujourd'hui, on va beaucoup compter sur toi, puisqu'il y a beaucoup de démonstrations, Ouais. et qu'on est à peu près sur trois quarts d'heure sur la téléexpertise, qui prendra ouais, le trois quarts du webinaire, et un quart d'heure après sur l'accès au DMP depuis Amélie Pro, s'il fonctionne. Alors, on espère qu'il n'y a pas de souci. Je l'ai essayé Hmm. ce matin Hmm. et l'accès avec ProSanté Connect n'avait pas été rétabli, D'accord. malheureusement. Bon. Mais bon, comme l'idée c'était surtout de montrer comment on y accédait, Hmm. ça change rien, on peut quand même y accéder, mais on bloquera au moment de la connexion DMP. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors c'est vrai que c'est pour le coup aujourd'hui c'est moi qui vais intervenir pas mal, mais c'est un sujet que je connais plutôt bien et que j'affectionne particulièrement. Donc c'est pour ça que c'est moi qui vais intervenir beaucoup aujourd'hui. Et puis on est vraiment dans du pratico-pratique. Alors on a voulu commencer aujourd'hui sur la télé-expertise parce que c'est quand même un sujet dans le contexte actuel de démographie médicale un peu difficile qui est très présent et surtout qui peut rendre beaucoup de services. Dans notre CPTS, c'est quelque chose qu'on pousse énormément, qu'on essaye de développer. On est en train de mettre en place des annuaires pour savoir un petit peu à qui s'adresser et comment s'adresser, parce que comme l'a dit Clémence Lemarec, il existe beaucoup d'outils pour la téléexpertise et à l'heure actuelle, en fait, chaque intervenant va utiliser son outil et il faut savoir lequel il utilise si on veut s'adresser à lui. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Christelle, s'il te plaît. Alors, on commence un tout petit peu par quelques rappels théoriques sur la téléexpertise parce que je pense que pour beaucoup de soignants, la téléexpertise, c'est soit quelque chose d'encore nébuleux, soit quelque chose qui leur est pas forcément accessible. Or, les évolutions récentes des différentes conventions permettent quand même d'utiliser la téléexpertise dans beaucoup de situations pour tous les patients maintenant, alors qu'à une époque, c'était pour certains patients uniquement au début de la téléexpertise. Et surtout, en fait, il n'y a pas que les médecins qui peuvent utiliser la téléexpertise, c'est quelque chose qui est accessible aux autres professionnels de santé. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu rappeler sur cette diapo. Donc, pour recontextualiser un petit peu la téléexpertise, contrairement à la téléconsultation, qui est vraiment un échange entre un soignant et un patient et qui est un échange en temps réel par un flux vidéo, la téléexpertise, ça va être un échange qui est asynchrone. C'est-à-dire que le soignant va faire une demande auprès d'un autre soignant et cet échange, il se fait pas forcément en temps réel, il se fait au rythme de chacun. Et c'est ce qui est pratique avec la téléexpertise, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur qui est disponible à quelle heure pour se contacter. On écrit, on fait notre demande et l'interlocuteur va y répondre quand c'est le bon moment pour lui. Alors, il y a quand même, dit comme ça paraît un peu simple, il y a quand même quelques formalités à respecter. La première, c'est qu'il faut utiliser une messagerie sécurisée ou un outil sécurisé. Alors évidemment, l'outil sécurisé universel, ça reste la messagerie sécurisée de santé, mais il existe beaucoup d'autres outils qui se sont développés, qui sont parfois un peu plus commodes que la messagerie sécurisée de santé pour échanger pour une téléexpertise. En tout cas, il faut respecter ce formalisme de sécurisation des échanges et on peut pas le faire avec n'importe quoi. Typiquement, par exemple, WhatsApp, c'est pas possible, c'est pas un outil sécurisé, ça permet pas, enfin c'est pas un outil agréé pour faire de la téléexpertise.
Alors, les demandeurs qui peuvent solliciter un avis en téléexpertise sont beaucoup plus nombreux qu'au début. Et vous allez voir que finalement, quasiment tout le monde peut demander un avis en téléexpertise. Donc, les médecins, évidemment, mais ça, c'est historique. Les sages-femmes, les orthophonistes, les orthoptistes, les pharmaciens, les infirmiers, les chirurgiens dentistes et les masseurs kinés peuvent demander un avis en téléexpertise auprès d'un autre soignant. Alors, par contre, ce sont les soignants qui peuvent répondre, qu'on peut solliciter pour donner un avis. Là, c'est un peu plus limité. À l'heure actuelle, seuls les médecins et les sages-femmes peuvent répondre à un avis en téléexpertise. Donc, d'un côté, on a ce qu'on appelle les requérants, c'est les demandeurs, et de l'autre côté, les requis. En ce qui concerne l'éligibilité à la téléexpertise, tous les patients maintenant peuvent bénéficier d'une demande d'avis en téléexpertise et il n'y a pas de limite sur les situations médicales qui peuvent être traitées par un avis en téléexpertise. À partir du moment où vous avez un avis à demander sur une situation médicale pour un patient donné, vous pouvez le faire en téléexpertise. Je veux bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les ou je le rouvre sur le côté pour voir les choses. Et puis, si je les loupe, bah, Christelle, tu m'interromps hein, s'il y a des questions que j'ai pas vues. Alors, quelques éléments de rappel sur la réglementation, parce que ça aussi, ça a un petit peu évolué et peut-être que certains sont restés sur des choses qui ne sont plus en vigueur. Le patient n'a pas à être connu par, alors on a mis médecin requis, mais ça peut être aussi la sage-femme, évidemment. Donc, le patient n'a pas à être connu par le soignant qui est requis. À une époque, il y avait deux niveaux de téléexpertise et pour un des deux niveaux, il fallait que le patient soit connu. Là, c'est pas le cas. Donc, si moi, j'ai un patient face à moi, je veux demander un avis sur un point quelconque, je peux très bien le demander à un autre médecin ou à une sage-femme, même s'il n'est pas connu. Évidemment, il faut informer le patient et obtenir son consentement pour pouvoir réaliser cette téléexpertise. Comme on l'a dit, il faut respecter le formalisme de la sécurisation des échanges, donc passer par une messagerie sécurisée de santé ou un outil sécurisé. Et évidemment, on respecte le secret médical, ça va de soi. Euh, et la réponse doit être consignée dans mon espace santé pour qu'elle puisse ensuite être retrouvée par les autres soignants et par le patient lui-même. Je veux bien qu'on passe sur la diapo suivante. Merci. Alors ça, c'est les tarifications et les codes en vigueur pour pouvoir facturer ces actes de téléexpertise, puisque c'est quelque chose qui est valorisé financièrement. Vous prenez du temps pour demander quelque chose, vous prenez du temps pour y répondre, donc il y a une valorisation financière au bout. En ce qui concerne le soignant qui est requis, donc celui qui va répondre à la demande, le code de l'acte, c'est TE2 et c'est valorisé à hauteur de 20 euros par avis donné en téléexpertise. Il y a une limite quand même pour éviter certaines dérives, qui est de 4 avis pour un patient donné et par an pour les médecins et 2 avis par patient et par an pour les sages-femmes. Donc, c'est pas une limite sur le nombre de téléexpertises globales, mais c'est une limite par patient. Et en ce qui concerne le requérant, donc quand c'est le soignant qui demande l'avis, le code d'acte c'est RQD et il est valorisé à hauteur de 10 euros. Et on a toujours des limites qui s'appliquent. 4 demandes par an et par patient pour les médecins, 2 pour les sages-femmes. Et on a d'autres limites pour les autres professions de santé, 4 pour les infirmiers par an et par patient. Enfin par patient par an, pardon, et 2 pour les orthophonistes, les masseurs kinés. Alors j'ai un doute sur le fait que les pharmaciens puissent facturer les actes de téléexpertise. C'est quelque chose qu'on va vérifier et qu'on vous confirmera. Ouais. Pour... Il Si, existe des codes actes pour les pharmaciens, d'accord. notamment sur l'accompagnement aussi à la téléconsultation pour les pharmaciens qui ont Ouais. une télécabine, par exemple. Ok. Anthony, hein. Oui. Il y a quelqu'un qui intervient? Il Non, je pense s'appelle que c'est un micro qui est Tarek ouvert. Hussein. Moi, Estelle, je veux est-ce que bien tu... intervenir. Il Pas bien? s'appelle Tarek Attends, Hussein. on va juste couper le micro de Oui, Serge Belaïch parce parce que qu'il du devait coup, être ouvert. ça... Estelle, tu peux... Ouais, super, merci. Vas-y, Arnaud. Euh, En fait, du coup, je me posais la question, comme c'est 4 avis par patient, comment c'est quand le plafond il est atteint, imaginons, c'est un patient qui a eu un avis de rhumato, un avis de dermato, un avis, tu vois. Comment le médecin
requis, il peut Alors, savoir que le plafond est c'est atteint. c'est quatre par médecin. C'est-à-dire que Mm. alors tu vas retrouver dans ton dossier le nombre d'avis que tu as donné, mais tu n'es pas responsable. Alors, Laurent, tu confirmeras ou non, hein, Mm. mais c'est quatre avis par médecin, par patient, par an. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un autre médecin qui veut demander des avis, ça va pas venir amputer ton stock à toi. Mm. Oui, c'est Ah, ça. d'accord. Après, il n'y a pas forcément de visualisation en fait de ce code ACT, si ce n'est effectivement dans votre logiciel métier. Est-ce que c'était ça ta question, Arnaud? Oui, c'était ça exactement. Ouais. Super, merci. Et puis, je vois que Clémence Lemarec nous a mis dans le chat la page qui concerne la facturation pour les pharmaciens. OK, super. Bah, je vous propose qu'on avance, sauf si évidemment vous avez des questions, auquel cas vous n'hésitez pas à intervenir. Je te laisse passer la diapo, Christelle. Hop. Donc sur les cas d'usage, alors ça c'est un peu issu de ma pratique ou de ce que j'ai entendu, de ce que faisaient les collègues autour de moi. C'est des cas d'usage, hein. Si jamais vous n'aviez pas forcément envisagé l'intérêt de la téléexpertise dans votre pratique, moi je l'utilise très souvent avec les infirmières pour les plaies. Alors c'est plutôt elles qui vont me solliciter sur l'évolution d'une plaie, mais c'est quelque chose que je peux être amené aussi à faire avec un centre de second recours sur l'évolution d'une plaie. Des lésions cutanées, alors ça par contre, vu la difficulté d'accès au dermatologue, c'est je pense ma première utilisation de la téléexpertise, c'est en dermatologie sur les lésions cutanées. J'ai un dermatoscope connecté, je fais des photos et je les envoie quand j'ai un doute à des dermatologues pour qu'ils me disent si j'ai raison de m'inquiéter ou pas. Et puis bah après, ça peut être sur des radiographies. Alors c'est pas forcément sur l'interprétation d'une radiographie, mais ça va être par exemple sur la conduite à tenir suite à une radiographie qui a été effectuée. Un patient à qui j'ai prescrit une radiographie, je récupère les résultats, je suis embêté par le résultat, je sais pas très bien quoi en faire. Bah, je vais écrire à un confrère d'une spécialité pertinente pour la question que je me pose, pour qu'il me dise si je dois l'adresser ou ce que je dois faire. Et c'est aussi valable, par exemple, pour de l'orthopédie. De l'orthopédie. Des fois, je vais avoir des fractures sur des orteils. Je ne sais pas s'il faut immobiliser, pas immobiliser, combien de temps, pas combien de temps. Donc, j'envoie ma demande en téléexpertise et on a des réponses très rapidement. Après, sur évidemment tout le suivi des maladies chroniques, ça peut être le réajustement d'une thérapeutique en diabéto, en cardio. Est-ce qu'il faut majorer un traitement d'insuffisance cardiaque? Mais si on majore le traitement d'insuffisance cardiaque, on risque de déstabiliser autre chose. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? En attendant que le patient puisse être revu en consultation, bah, je vais aller solliciter soit directement le soignant qui prend en charge déjà ce patient, soit quelqu'un à qui j'envisage d'adresser le patient, ou juste pour demander un avis à un confrère de référence. En pédiatrie, hein, ça peut être pour des avis sur des pathologies rares, des réajustements de traitement sur des traitements un peu particuliers où j'hésite. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé un avis en téléexpertise sur le traitement d'une teigne chez un enfant qui était un peu petit. J'avais un doute sur la posologie, donc j'ai demandé mon avis en téléexpertise. Donc, pour toutes ces choses-là qui nous font gagner du temps et qui évitent d'adresser l'enfant avec des délais qui sont parfois très très longs. Et puis évidemment, on va retrouver toutes les situations de coordination quand on a un patient qui va être pris en charge, on ne sait pas très bien s'il doit être pris en charge ou pas à l'hôpital. Bah, de plus en plus, selon les établissements avec lesquels on travaille, il y a des outils de téléexpertise qui sont mis en place et qui permettent d'adresser rapidement une demande d'évaluation, d'avis avant que le patient puisse être reçu. Tout ça, évidemment, l'idée, c'est que derrière, on puisse faire plus rapidement des choses qui parfois nous mettaient plus de temps à cause des délais de prise en charge ou qui permettent d'aller demander des avis auprès de confrères qu'on n'a plus sur le territoire. Je prends le cas des dermatologues. Hein. Moi, j'ai quasiment plus de dermatologues sur mon territoire. Bah, en fait, finalement, on arrive quand même à se dépatouiller comme ça. J'en profite dans les exemples là qui sont donnés, notamment sur la dermatologie ou la cardiologie. On est en train là
d'installer les équipes de soins spécialisées. Donc en Île-de-France, on en avait trois, dont une sur la dermatologie, la cardiologie, qui ont développé des solutions de téléexpertise. On a déjà communiqué sur l'existence de ces équipes de soins spécialisées en Île-de-France qui en fait organisent le second recours et qui permettent aussi d'optimiser le temps médical pour toutes les situations où finalement la prise en charge peut être faite par le médecin traitant, par une infirmière à domicile par exemple. Ça marche déjà bien sur la dermatologie, la cardiologie. J'ai vu une question là de Monsieur Bellèche sur la neurologie. J'ai pas, en tout cas, il n'existe pas encore d'équipe de soins spécialisée en neurologie en Île-de-France. J'ai pas en tête, mais peut-être que parmi les participants, il y en a des exemples peut-être d'établissements neurologiques qui proposent de la téléexpertise. Bah, du coup, ça, je en reparlerai justement Oui, quand je ferai une présentation sur une des deux plateformes que j'utilise. Effectivement, oui, soit... Fabien, juste une seconde. Oui, le Oui, CHSF, très rapidement, puisque notre CPTS travaille à la mise en place de la téléexpertise avec le service de neuro du GHNE qu'on met en place normalement dans le mois qui suit, avec Omnidoc. et donc effectivement, soit vous avez votre interlocuteur, votre établissement habituel qui a mis en place quelque chose. C'est par exemple le cas de Bligny. Pascal citait le CHSF. On a également Bligny, alors pas en neurologie, mais Bligny par exemple a mis un certain nombre de spécialités en possibilité de demande d'avis sur un outil qui est Doc Co que je vous montrerai tout à l'heure. Donc soit on s'adresse directement à eux parce on sait que ils peuvent répondre à une question sur une thématique donnée. Soit après, vous avez la possibilité, si vraiment vous êtes en difficulté pour trouver un interlocuteur, généralement ces outils créent ce qu'on appelle des panels. Où vous n'avez pas forcément un interlocuteur que vous avez identifié de prime abord, mais eux réunissent un panel de spécialistes d'une spécialité donnée euh, et vous adressez votre demande à ce panel-là et un des spécialistes qui est disponible peut vous répondre. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de votre territoire, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Donc, certes, c'est critiquable. On voudrait faire mieux parfois et s'adresser à quelqu'un qu'on connaît, mais c'est pas toujours le cas. Et on peut être content dans ce cas-là d'avoir au moins une réponse à la question qu'on se pose dans l'immédiat. Ok. Je crois qu'il y avait des questions sur les sujets qu'on peut, qui seraient éligibles à une téléexpertise. Il y avait une question de Laurent. Quand on doit contacter un prescripteur, donc en tant que pharmacien, pour un avis ou un problème sur l'ordonnance, ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la téléexpertise. Bah, alors, enfin, est-ce que quelqu'un de la caisse veut répondre avant moi là-dessus? Non, pas nécessairement. Si c'est juste, il y a une erreur sur l'ordonnance, enfin, faut rester, je pense qu'il faut rester cohérent. C'est quelque chose qui va être rémunéré. Si c'est quelque chose qui va prendre 10 secondes, habituellement, vous appeliez le prescripteur pour lui dire, il y a une erreur sur ton ordonnance ou j'ai un doute sur ta posologie, est-ce que tu confirmes? Je pense que je suis pas certain que la caisse aille critiquer le fait qu'on fasse passer ça en téléexpertise. Bon, on peut se poser la question quand même de la pertinence de passer ça en téléexpertise. Par contre, si c'est des problèmes plus complexes, avec peut-être une réévaluation d'une ordonnance qui comporte beaucoup d'interactions, on se demande si on peut pas supprimer tel ou tel médicament dans le cadre d'une réévaluation des traitements. Je pense légitimement qu'on peut passer ça en téléexpertise parce que ça va demander un petit peu de réflexion derrière de la part du prescripteur. Ouais, c'est un peu ça. Excuse-moi, Fabien, je cherchais le son de Vas-y. l'ordinateur. Non, non, c'est effectivement, je relie ça, si vous voulez, aux ordonnances frauduleuses. Quand vous avez des ordonnances, une suspicion d'ordonnance frauduleuse, vous allez effectivement appeler le prescripteur, mais ça ne sera pas de la téléexpertise. C'est un peu pareil. S'il y a un doute par rapport à l'ordonnance parce que c'est surchargé, mal écrit, etc., donc là, ou pas compréhensible, ou avoir des informations complémentaires par rapport à l'ordonnance, dans ces cas-là, c'est pas de la téléexpertise. C'est un appel simple téléphonique, pour le coup.
Il y avait une autre question qui finalement rejoint un petit peu, c'est toujours pareil, c'est la pertinence de demander un avis en téléexpertise sur, alors je pense que ça concerne les kinés, lors de la prise en charge d'un patient post-opératoire où le chirurgien ne fournit pas de protocole de rééducation et donc absence de consigne ou de choses qui seraient interdites pour ce patient-là, est-ce que lui demander est considéré comme, comme de la téléexpertise? Si vraiment la question, c'est de fournir le protocole de rééducation. Enfin, je suis pas kiné, donc je sais pas ce qui est attendu par rapport à ça précisément. Mais pour le coup, on prend en charge, j'imagine, et je le verrai bien comme ça. J'ai déjà été sollicité par des kinés comme ça. On a adressé un patient pour de la rééducation. Les choses évoluent d'une certaine façon. Il y a besoin de réévaluer la situation où le kiné se pose des questions en se disant, je me demande s'il n'y a pas autre chose derrière ou qu'est-ce que tu en penses? Je me demande s'il faudrait pas faire tel ou tel examen. Est-ce que tu penses qu'il y a une contre-indication à faire tel ou tel geste? C'est quelque chose d'un peu plus complexe. Pour moi, ça relève de la téléexpertise. Enfin, ça me choquerait pas qu'on sollicite en téléexpertise comme ça et que je réponde en téléexpertise comme ça. Ouais. En kiné, souvent, quand on a une demande comme ça, c'est souvent parce on a des délais qui nous manquent. Quand il y a des protocoles particuliers et que c'est pas marqué, on a besoin Mm. d'avoir les moments où on peut mettre sous-appui, pas sous-appui et compagnie. Donc, c'est souvent ça qui manque. D'accord. Bon, je sais pas ce qu'en pense la caisse à ce sujet-là. C'est toujours pareil, si c'est juste demander une information sur un délai manquant, je crois que c'est un peu trop simple pour relever de la téléexpertise, mais je me répondrai pas à la place de la caisse là-dessus. Ah, Vous m'entendez bien? oui. Oui. Oui, je suis désolée, mon ordinateur a planté, donc là je viens de réussir à me reconnecter. Je confirme et je reviens aussi à ce qui était expliqué en amont, où derrière les conditions de la téléexpertise, on parlait de logiciels agréés, de compte rendu aussi dans le DMP du patient. Donc quelque part sur des questions de vérification simple. Bah, c'est plus voilà de l'échange pluriprofessionnel, mais qui ne sont pas de la téléexpertise en tant que telle. Par contre, j'imagine assez bien, Madame Le Marec, vous nous confirmerez, mais j'imagine assez bien que, par exemple, le kiné qui vient de prendre en charge son patient, qui a fait un certain nombre de séances de rééducation, qui fait un bilan d'évolution assez détaillé pour présenter l'évolution au chirurgien en lui disant, écoutez, je pense que ça évolue pas forcément comme on le voudrait. Voici la situation à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez pour la suite? Quel est votre avis sur la suite de la rééducation? Je pense que c'est quelque chose qui, pour le coup, relève davantage de la téléexpertise parce que on a recontextualisé les choses, l'évolution, on a détaillé la demande et on attend une réponse détaillée Mm. sur la suite de la conduite à tenir. Donc, pour moi, Oui, enfin, oui. je pense que ça relève de la téléexpertise dans ce Oui. cas-là. Ouais, ouais. Et quelque part, le professionnel de santé qui sollicite une telle expertise, derrière aussi la facturation de l'acte, quand il sollicite la téléexpertise, ça veut dire aussi qu'il s'engage derrière à revoir le patient, à faire le lien et à adapter les soins en fonction de la réponse qu'il aura obtenue de la téléexpertise ou à l'orienter vers voilà, un médecin spécialiste, par exemple, si c'est voilà ce que la téléexpertise a recommandé. Donc, quelque part, derrière la facturation, c'est à la fois la rémunération voilà, de l'acte de solliciter la téléexpertise, mais c'est aussi la valorisation du suivi du parcours de soins du patient, en fait, où on s'engage à revenir vers le patient, à le recevoir à nouveau ou à l'appeler s'il n'y a rien à signaler et que voilà, s'il n'y a pas besoin de le revoir en consultation. Mais c'est aussi l'engagement du professionnel de santé requérant de suivre le patient derrière. Oui. Après, dans ton exemple, Fabien, souvent le chirurgien en fait prévoit déjà un rendez-vous à moyen terme avec le patient pour faire le point avec lui. Hmm. Nous, quand on interpelle un chirurgien ou la télé-expertise, c'est quand il y a quelque chose qui nous interpelle, parce que l'évolution ne correspond pas à ce qu'on attend. Tout à fait. Ouais. Oui, Mais enfin, mais même moi, je veux dire, en tant que, alors pour le coup, en tant que médecin généraliste, hein, j'ai un exemple en tête assez récent de neurochirurgie. Le patient avait effectivement prévu de revoir la patiente, sauf que les choses, moi, me semblaient ne pas évoluer comme il fallait.
les délais, la patiente n'arrivait pas à prendre de rendez-vous. Ce médecin-là était joignable pour un avis en téléexpertise. Je lui ai envoyé les examens que j'avais prescrits, biologie, imagerie, pour qu'il me donne son avis, savoir si est-ce qu'il fallait qu'il la revoie plus rapidement, est-ce qu'il fallait que je mette la patiente sous antibiotiques ou pas. Bon, bah voilà, on a réévalué une situation qu'on a détaillée. C'est de la téléexpertise, je suis d'accord avec toi. Il y a euh, il y a un avis de Pascal, une demande, pardon, un avis, une demande de Pascal. Est-ce qu'un pharmacien peut demander une téléexpertise sur une ordonnance euh, à un médecin qui n'est pas le prescripteur? Oui, c'est ça. Il y a quelques... Sur le papier, administrativement parlant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça pose d'autres questions, mais Non, il arrive que le prescripteur soit pas joignable hmm. et qu'il y ait un autre médecin dispo qui puisse donner un avis. Mais est-ce que c'était plus une question, Madame Lemarec, est-ce que c'est cotable? Je n'ai jamais entendu cet exemple. Je suis pas sûre. Parce que même là, dans la page que je vous ai partagée sur la facturation des pharmaciens, en fait, ce qui est surtout mis en avant, c'est l'assistance à la téléconsultation. Donc, on va se renseigner là-dessus, mais dans le cadre de nos échanges avec les pharmaciens, j'ai jamais entendu cet exemple-là. Mais enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la cotation. Est-ce que l'acte est cotable en lui-même? Et après, il y a la légitimité de demander à un autre prescripteur ce qu'il pense sur la prescription. Mais je ne sais pas si là, ta question, Pascal, elle est sur le plan déontologique, si elle est sur le Non, plan administratif. elle n'est pas déontologique, elle est, des fois, les pharmaciens disent que les prescripteurs sont difficilement joignables, ils Hmm. ont un doute sur une posologie ou sur la situation du patient ou une autre ordonnance qui vient d'un autre prescripteur et ils veulent réellement avoir un avis médical. Hmm. Et c'est assez légitime, bah, ils ont d'autres médecins joignables qui disent, tiens, mais il y a un truc qui me paraît bizarre, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment enfin, non, c'est de la sécurité pure. C'est dans le cas où le prescripteur n'est pas joignable, bien évidemment. Moi, ça m'aurait pas choqué que le pharmacien me demande mon avis dans cette situation-là. Oui, mais Maintenant, c'est je ça. parle à titre personnel. On va se renseigner, on vous redonnera une réponse pour les pharmaciens. Je vous remercie. Une autre question, je l'ai perdu. Quand un avis en téléexpertise fait appel à des professionnels de soins sur deux départements d'Île-de-France différents, est-ce que cela bloque vis-à-vis de la sécurité sociale? Moi, ça n'a jamais bloqué, hein. Maintenant, peut-être que je commets une bourde, mais Non, 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 il n'y a pas de limite entre guillemets territoriale. Et l'exemple tout à l'heure que je donnais sur les équipes de soins spécialisées en Île-de-France, justement, elles fonctionnent sur toute la région, hein. il y avait une autre question après sur les modalités de facturation de la téléexpertise pour les pharmaciens. Alors, c'est là que moi je disais, je sais pas, j'avais un petit doute sur la facturation de la téléexpertise dans une pharmacie, mais a priori, on nous enverra des réponses par rapport à ça dans un deuxième temps. Voilà. Ouais. Et après, je sais pas si c'est une question, si c'est une affirmation, on peut demander une téléexpertise pour un patient qui n'est pas le nôtre. Donc, si c'est une affirmation, je suis d'accord. Si c'est une question, la réponse est oui. Enfin, qui n'est pas le nôtre, ça dépend ce qu'on entend par qui n'est pas le nôtre, dont on n'est pas le médecin traitant. Oui, pour moi, il n'y a pas de limite à ça. Ah, Ok. On passe sur la diapo suivante, s'il vous plaît, Christelle. Donc, petite checklist pour la mise en œuvre de la téléexpertise. Activer la ICPS. Alors, on l'a remis parce que c'est toujours pratique d'avoir la ICPS d'activer, mais c'est pas une nécessité absolue à ma connaissance. Mais voilà. Euh, et avoir cette messagerie sécurisée de santé ou pour pouvoir déposer ensuite le compte-rendu de téléexpertise dans la messagerie sécurisée de santé. Choisir l'outil
sécurisé pour pouvoir procéder à cette expertise. Donc, comme on le disait, soit la messagerie sécurisée de santé, hein, vous pouvez écrire à un autre professionnel de santé via sa messagerie sécurisée de santé et ça relève de la téléexpertise, soit vous utilisez des outils ou des plateformes, Omnidoc, Doc Co, Hortif, il en existe plein. Pour ça, évidemment, il faut s'y connecter. Avoir informé son patient et recueillir son consentement, on l'a déjà dit, mais on le rappelle. Et puis ensuite procéder à la téléexpertise en elle-même, bah, c'est-à-dire rédiger la demande, transmettre les éléments donc la demande et éventuellement des pièces complémentaires. Ça peut être des examens de biologie, d'imagerie, un électrocardiogramme, des photos pour accompagner cette demande et étayer un petit peu la demande. Et en ce qui concerne le médecin, le soignant requis, pardon, rédiger le compte rendu de la réponse qui est faite et intégrer donc le compte rendu dans la messagerie sécurisée de santé. Donc ça concerne le médecin, le soignant requis. Il faut qu'il intègre ce compte rendu dans la messagerie sécurisée de santé, dans la messagerie, dans mon espace santé. Et puis évidemment facturer l'acte, le TE2 pour le médecin, le soignant requérant et requis, on les a mis à l'envers, requis et herculé pour le médecin requérant, le soignant requérant, pardon. Je vous montre les deux outils du coup. Alors on a choisi de vous montrer aujourd'hui OmniDoc et Doc Co. C'en est deux parmi plein d'autres, hein. Euh, Hop. Alors il faut, Christelle, je veux bien que tu libères du coup l'écran. Oui, super. Je vais juste revérifier parce que alors sur mon OmniDoc et sur mon Doc Co, vous vous en doutez, j'ai toutes mes demandes de patients. Donc normalement, je les ai mis sur des écrans où il n'y a pas de nom. Vous vous en doutez, pour des raisons de confidentialité, c'est bon. Hop, donc je vous partage mon écran. Hop là. Donc là, vous voyez normalement tout mon écran. Hop. Donc là, je vous ai mis OmniDoc. Alors, je suis déjà connecté parce que sinon, quand on se connecte, on arrive sur la page où il y a toutes les demandes en cours. Donc, je voulais pas que vous voyez forcément les demandes qui sont en cours. Mais la connexion se fait soit avec ProSanté Connect, soit avec code et mot de passe. Et donc, on arrive sur cet écran qui nous permet de retrouver les demandes. Donc là, c'est l'écran où j'ai les demandes annulées. Comme j'ai aucune demande annulée, voilà, il n'y en a pas. Mais sinon, on va avoir toutes les demandes, les non lues, celles qui sont à facturer, les brouillons, celles qui sont en cours, les clôturées. Donc une fois qu'on y est là, alors il faut juste que je bouge ce truc parce que ça me gêne pour le faire en même temps. Voilà. Donc là, je vais avoir la possibilité de demander un nouvel avis. Sur OmniDoc, vous allez voir, c'est un peu différent sur Doc Co. Sur OmniDoc, dès le début, on me demande à qui je veux adresser l'avis. Alors que sur Doc Co, c'est l'inverse. On rédige d'abord la demande et ensuite on choisit à qui on l'envoie. Donc, soit je vais retrouver les contacts que j'ai pu utiliser récemment ou que j'ai mis en mémoire dans OmniDoc. Je peux faire une recherche si je cherche quelqu'un en particulier. Donc, par exemple, si je veux adresser une demande à Stéphane Granas, c'est un collègue médecin généraliste, je peux le sélectionner directement. Sinon, c'est là qu'on va retrouver nos équipes de soins spécialisées. Et par exemple, régulièrement, je vais adresser mes demandes de dermato à l'équipe spécialisée d'Île-de-France en dermato. Et donc, je vais le sélectionner. Et là, j'ai différentes catégories qui s'offrent à moi, les dermatoses chroniques et tout ce qui va être oncodermato. Donc, moi, je suis dans le 91. Je vais choisir le 91. Et après, c'est là que je vais rentrer les informations qui concernent le patient. Donc, je vais vous mettre mon numéro de sécu. À force de faire des démonstrations, de toute façon, tout le monde le connaît. 020. Je suis un homme et je suis né le 10 janvier. Je crois que, par contre, il faut mettre l'adresse alors, c'est pas toujours nécessaire, mais pour l'équipe spécialisée en soins primaires, pour la dermato, ils nous demandent des coordonnées, adresse et numéro de téléphone du patient, ce qu'ils ne demandent pas toujours. Vous pouvez lire directement la carte vitale, évidemment, si elle est connectée. Et là, je vais renseigner. Alors ça, c'est un formulaire qui est déjà proposé par l'équipe spécialisée. Donc eux, pour ces demandes-là, ils me demandent de rentrer spécifiquement ces informations-là pour pouvoir envoyer ma demande. Donc l'information, le siège de la tumeur, la taille, l'ancienneté, le diagnostic évoqué, des informations complémentaires.
et après je l'envoie. Donc, ils vont me répondre dans un délai plus ou moins court selon leur disponibilité. C'est jamais bien long. C'est généralement, on a les réponses dans les 48 heures. Je peux prendre un autre exemple. Si j'avais pris, par exemple, donc on se retrouve justement là où je voulais pas qu'on soit. Voilà. Si je prends, j'ai pas de, par exemple, je vais me demander un avis en chirurto. J'ai pas de correspondant en chirurto pédiatrique là sous la main. Je vais aller dans le panel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous remontre. J'ai été un peu vite. Hop, désolé. Ça me remet là systématiquement. Donc, je vais dans le panel national OmniDoc. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est des spécialistes qui nous ont rassemblés dans différentes spécialités. Je vais choisir la spécialité qui correspond à ma demande, donc chiro-orthopédiatrique. Et là, je vais envoyer ma demande non pas à un soignant, à un médecin en particulier, mais à un panel de médecins qui a la spécialité qui correspond à ma demande. Et le premier qui est disponible prendra la demande pour y répondre. Et donc, on retrouve le même panneau de renseignement des caractéristiques du patient. Et on aura, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Vous voyez, là, il n'y a pas de masque qui a été pré-renseigné. C'est vraiment une demande libre avec le texte, des pièces jointes si nécessaire, qu'on envoie pareil. Et une fois que le soignant requis a répondu, les informations pour la facturation sont transmises aussi bien au soignant requérant qu'au soignant requis pour que chacun puisse facturer avec toutes les informations. Donc, on va retrouver le numéro de sécu du patient, le numéro de facturation du soignant requérant, parce qu'il faudra le renseigner, et le code de l'acte qui nous sera rappelé. Donc, tu Ça, réponds c'était à la question qui est dans le chat, à savoir si nous effectuons une demande de téléexpertise et que nous n'avons pas de réponse, est-ce que nous pouvons tout de même la facturer? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre oui. C'est le fait de demander l'avis qui est rémunéré. C'est généralement le discours que je tiens quand on me pose la question. Maintenant, je n'ai jamais rien trouvé d'officiel à ce sujet-là, donc on peut en profiter d'avoir la caisse aujourd'hui avec nous. Non, mais pour moi, c'est ça, on demande l'avis et on facture dans la foulée quelque part. Enfin, À une époque, Ah non. tout au début de la téléexpertise, lorsque on demandait un avis en téléexpertise, on ne cotait pas l'acte. C'était le fait que le médecin qui était requis lorsque le médecin requis répondait et que lui-même cotait l'acte, ça déclenchait la rémunération de façon forfaitaire, de façon trimestrielle, mais il fallait qu'il y ait eu une cotation de la réponse par le médecin requis pour que ça puisse déclencher la rémunération du médecin requérant. Maintenant, c'est différent, chacun cote son acte. Oui, mais pour le médecin requérant, il faut qu'il note dans sa facture le numéro ADELI du médecin qui lui a répondu. Donc, Non, s'il n'y a pas de réponse, non. Ça, c'est quand non. tu réponds. Quand tu réponds, il faut que tu mettes le numéro ADELI de la personne qui t'a sollicité. Mais par contre, quand toi, tu poses ta question, Ok. tu mets pas le numéro ADELI. Donc, Madame Lemarec, vous nous confirmez qu'on peut coter. bah, ça me paraît logique, mais je vais me renseigner. Comme on doit vous répondre Mm. sur les pharmaciens, Parce on en que, pour rajouter ce point. Mm. On l'ajoute. parce que dans OmniDoc, il passe l'info. La réponse est le dossier est clos, vous pouvez facturer, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et effectivement, il le formule comme ça, mais moi, je le prenais plus comme bon, bah, ça y est, c'est terminé. On vous rappelle, n'oubliez pas de le facturer. Moi, je le prenais plus comme ça, comme on vous rappelle de ne pas oublier de le facturer. Excusez-moi, du coup, j'interviens parce que c'est moi qui ai posé la question. Et donc, effectivement, c'était en lien avec ce qui vient juste d'être dit sur le fait que dans OmniDoc, quand la demande, en gros, est terminée, qu'il y a eu question-réponse, ça met qu'on peut facturer. Et donc, je m'étais dit, ah, bah donc si c'est pas écrit, c'est qu'on peut pas le faire. Et j'ai eu le cas d'une médecin qui m'a répondu, mais qui n'a pas dû clôturer la demande. Et du coup, j'ai la réponse, mais j'ai pas l'onglet facturer. Mais bon, du coup, si vous pensez que c'est OK et qu'à partir du moment où on demande, on peut facturer, alors ça Bah, répond à ma question. on vous renverra des éléments là-dessus. OK, merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, on passe sur Doc Co. Alors, on va retrouver, c'est exactement la même chose, hein. Donc, pareil, là, je suis sur un écran qui n'est pas l'écran principal, c'est l'écran de mes brouillons, mais comme ça vous évite de voir toutes les demandes qui sont en cours avec les noms des patients. On se log soit avec ProSanté Connect, la CPS ou avec un code et on arrive sur un écran où on retrouve les demandes en cours, le fameux tableau de bord. Et de là, on peut demander une nouvelle prise en charge. Comme je vous le disais tout à l'heure, la différence. Alors là, on nous rappelle qu'il faut demander le consentement auprès du patient et on peut même lui imprimer le formulaire de consentement. Donc, je certifie avoir obtenu l'accord explicite du patient ou de son représentant légal et là, je peux poursuivre ma demande. Et là, on retrouve sur cet écran, donc on saisit les informations du patient, donc son numéro, je vais vous montrer comme ça, on ira jusqu'au bout de la demande. Hop. Si avec ça, vous vous souvenez pas que mon anniversaire, c'est le 10 janvier, vous êtes impardonnable. Hop. Normalement, c'est bon. Voilà. Là, je vais saisir ma demande. Donc, le motif, la problématique posée, les documents utiles, si il y en a. Donc, exactement comme dans OmniDoc, on va retrouver la possibilité de mettre une ordonnance de traitement, des résultats de prise de sang, d'imagerie. Donc là, j'en ai aucun à transmettre. Un rappel des antécédents principaux ou s'il n'y a aucun antécédent. Et là, contrairement à OmniDoc, qui n'est qu'un outil de téléexpertise, DocEnco permet également de faire des demandes de prise en charge, ce qui est donc ce qui a été mis en place avec l'hôpital de Bligny. On peut leur adresser nos demandes de téléexpertise, mais on peut aussi, par ce biais-là, leur demander une prise en charge pour une consultation, pour une hospitalisation, pour une imagerie, en précisant un délai. Donc, par exemple, j'ai une demande en téléexpertise. C'est un petit peu urgent parce que franchement, je sais pas trop quoi faire et ça peut pas attendre. Mais je pourrais tout aussi bien demander un avis, une prise en charge sur une consultation. Je pense que ça va bloquer parce que j'ai pas mis le numéro de DNS. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, 1,85, 0,191. Euh, voilà. Et c'est un DNS qualifié. Hop. Je finalise ma demande et là, c'est là que je choisis à qui je vais l'adresser, contrairement à OmniDoc, où c'est la première chose que je faisais. Donc, soit je l'adresse à un professionnel de santé qui est bien identifié, soit dans le cas, par exemple, de l'établissement de Bigny qui met à disposition des équipes pour répondre, bah, je vais l'adresser à une équipe de soins. Et là, je vais retrouver toutes les équipes de soins qui sont sur Doc Co. Donc, Bigny, moi, c'est quand même mon principal référent, donc c'est pour ça qu'on le retrouve en haut. Et donc, je vais pouvoir adresser ma demande en cardio, en médecine interne, en gériatrie. Et ils ont également de la dermato. Donc voilà un petit peu pour Doc Co. Moi, j'en ai fini pour ces deux démonstrations. Si vous avez des questions. On passe du coup au deuxième sujet. Excusez-moi, bonjour à tous. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Ouais. Alors, moi, ça m'arrive de demander des avis sur Doctolib, sur l'équipe Doctolib, en choisissant un spécialiste que je connais autour de moi, qu'on a l'habitude de travailler avec eux. Est-ce que ça, c'est considéré comme une téléexpertise ou pas, ou je suis obligée de passer quand même par les plateformes, Quand, quand tu dis Doctolib, tu veux dire Silo, c'est ça? Oui, Alors, Silo est sécurisé, c'est une messagerie sécurisée, c'est un outil de sécurisé d'échange entre soignants. Donc, ça répond au cahier des charges sur la sécurisation. Le seul problème avec Silo, c'est que c'est un peu compliqué, c'est possible, mais c'est un peu compliqué de récupérer un PDF de l'échange parce que l'idée derrière, c'est qu'il y a une traçabilité de la d'accord. demande en telle expertise. C'est possible, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. C'est juste un peu compliqué de générer le PDF. Par contre, alors je le reprécise, je le dis toujours, moi j'utilise Doctolib, donc je connais bien Doctolib et je n'ai absolument aucun lien d'intérêt avec Doctolib. Je paye mon abonnement au prix fort comme tout le monde et ça me coûte très très cher. Mais sur Doctolib, du coup, ils ont un outil de téléexpertise qui est en bêta test, qui lui, pour le coup, se présente exactement comme les autres outils de téléexpertise et qui génère un PDF à la fin et qui permet de l'archiver dans le dossier patient et sur mon espace santé. D'accord, donc il faut que je me renseigne avec eux ou c'est en cours en fait? Bah, à mon avis, tu dois pouvoir rejoindre le bêta test. Oui, d'accord. Ok, très bien, merci à vous.
Moi, j'ai une question par rapport à mon espace santé. Je suis désolée, c'est sûrement une question qui est un peu bête, mais comment on fait pour mettre un document sur mon espace santé? Parce que du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur l'espace santé du patient qu'il fallait le mettre. Oui, pas sur le tien, effectivement. Bah oui, non, ça c'est évident. Mais en fait, j'ai jamais interagi avec l'espace santé d'un de mes patients. Je suis Bah kiné, justement, donc. c'est ce qu'on voulait vous montrer après. Alors, on va faire un Ah, petit rappel sur le DMP et mon espace santé. La seule chose, c'est que là, depuis quelques jours, l'espace santé, donc le DMP des patients, est accessible depuis Amélie Pro avec Pro Santé Connect et donc avec une ICPS. Et on avait prévu cette intervention et depuis quelques jours qu'on répète avec Laurent, eh ben, il y a la fonctionnalité pour se connecter avec une ICPS a été désactivée, mais on peut quand même toujours se connecter avec sa CPS, sauf que je n'ai pas ma CPS avec moi aujourd'hui. Donc, je vous montrerai jusqu'à la porte d'entrée du DMP, mais on ne pourra pas s'y connecter. Mais depuis Amélie Pro, tu peux te connecter sur le DMP des patients et de là, tu peux déposer des documents dessus. Et puis alors après, je sais pas, Laurent, tu pourras peut-être nous dire, mais dans le déploiement des logiciels métiers, pour ce qui est des kinés, je sais pas dans quel couloir ils Ah, sont sur le déploiement des logiciels interfacés directement avec le DMP. Mais moi, pour le coup, ouais. avec mon logiciel métier en tant que médecin, comme il répond au cahier des charges du Ségur du numérique, quand je fais des documents médicaux, quand je rédige des ordonnances, quelles qu'elles soient, ça se synchronise automatiquement avec le DMP du patient et ça va les téléverser directement. J'ai aucune manip à faire, ça se fait via mon logiciel. Oui, Mais c'est on n'a ça. pas ces C'est-à-dire, fonctionnalités, je crois pas, hein. c'est-à-dire que pour tous les médecins, la médecine de ville et les pharmaciens, effectivement, ils ont des logiciels Ségur compatibles et c'est interfacé en fait avec mon espace santé, l'espace santé du patient. Donc on reste dans son environnement logiciel et on dépose, on accède au DMP du patient et on dépose la donnée de santé et on importe dans son logiciel. Ça va dans les deux sens. Par contre, pour effectivement tout ce qui est paramédicaux, kiné, infirmier, on est sur un déploiement en 2026. Donc bon, je vous dis 2026, c'est assez large, hein, j'ai pas la date exacte, mais c'est prévu en 2026. C'est pour ça qu'à ce jour, bah, soit on va sur ce qu'on appelle le WebDMP, c'est-à-dire qu'on va sur monespacesanté.fr, on s'identifie en tant que professionnel de santé, mais on passe pas par son logiciel. Ou alors, effectivement, depuis peu, on peut utiliser la connexion via MediPro pour se rendre sur le DMP du patient, ce qui est peut-être plus simple. Ok, moi je Mm, travaille sur Maya mm. et sur Maya il y a un onglet DMP, hein. Là je suis dessus. Après je comprends pas toutes les lettres, mais Alors, c'est un onglet, on va dire un onglet poussoir, c'est-dire qu'il va vous ouvrir l'interface du dmp.fr. ah Mais ok, c'est donc ça me mais fait un c'est pas raccourci en fait. C'est ça, c'est un raccourci, Ok, un bouton poussoir. C'est un raccourci clavier, on va dire, sur j'accède à dmp.fr, mais c'est pas interfacé. ok. C'est-à-dire, vous pouvez pas déposer Et, la donnée de santé directement de votre logiciel, en fait, c'est ça. Ah, ok. Bon, faut aller sur le site quoi. Il faut aller sur le site et après, il faut lui dire, rechercher dans son ordinateur le PDF qu'on a mis pour aller effectivement le déposer. C'est un peu Ok, plus compliqué. parce que moi pour l'instant je mettais Mm. juste dans les dossiers des patients directement. Je peux le retrouver n'importe quand, mais je le déposais pas dans le dossier médical Ah, partagé. d'accord. Alors, pour continuer sur la vue d'après, Christelle, on a effectivement quelques chiffres qu'on voulait porter à votre connaissance. Alors, je veux bien que tu mettes juste le, Voilà, pour vous dire qu'effectivement, on a ouvert à peu près 69 millions de profils Mon Espace Santé depuis fin juin 2025. Alors, vous savez, on a fait la création automatique en 2022, ce qui correspond à peu près à 98% des assurés sociaux qui ont un profil Espace Santé d'ouvert. Ça veut dire que vous, professionnels de santé, vous pouvez déposer la donnée de santé et en rechercher. euh, voilà, à partir du moment où le profil a été ouvert. Ce qui n'est pas l'activation, qui est juste en dessous. L'activation concerne à peu près 28% des usagers qui ont activé leur profil, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité effectivement de regarder dans mon espace santé les documents qui ont été déposés. Donc ça, c'est très important pour lui. Mais encore une fois, 90% des Français ont un espace d'ouvert, un espace santé d'ouvert. Ça veut dire que vous pouvez partager la donnée de santé entre vous. C'est pas gênant, c'est pas dérangeant. L'application mobile a dépassé les 5,5 millions de téléchargements et on a à peu près 3,7 millions de visiteurs mensuels sur le site Mon Espace Santé en espace d'un an.
Alors, on vous rappelle, pour vous, professionnels de santé, le support téléphonique assuré, c'est le 3422, c'est-à-dire que si vous avez un patient pour lequel il a des difficultés à activer son compte ou à accéder à son compte, etc., c'est pas vous qui allez l'accompagner, on va dire, c'est le 3422 qui va l'aider effectivement à activer son compte pour qu'il puisse retrouver effectivement les éléments que vous allez déposer. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on attend de vous que vous fassiez la promotion du site, hein, parce que c'est important qu'il retrouve ces éléments directement déposés dans mon espace santé, que ce soit suite à une téléexpertise, une consultation, que sais-je. Sur la vue d'après, on vous a mis effectivement un petit point sur l'alimentation. Et donc sur l'alimentation, donc voilà pour vous montrer. Alors ce sont des chiffres nationaux, hein. On a 9 millions de documents qui ont été ajoutés, donc qui sont ajoutés chaque semaine par les processus de santé, donc une grosse évolution de plus 80% en un an, qui est principalement due au laboratoire. On a 80% des DMP alimentés qui sont consultés par les patients. À partir du moment où il a activé son compte, eh bien effectivement, il va regarder dans son espace santé ce qui a été déposé, 80% du temps. On a 3 documents de santé sur 5 qui sont déversés dans mon espace santé, donc ce qui est assez conséquent. Et vous avez des chiffres à mai 2025 pour vous rendre compte qu'il y a à peu près 33 millions de documents qui ont été déposés dans mon espace santé à mai 2025, hein, depuis sa création. Et on a 75% de la médecine de ville qui alimente mon espace santé. Alors pas forcément en routine, hein, mais qui ont déjà au moins alimenté une fois. Vous avez 60% des lettres de liaison qui sont effectivement envoyées par les établissements. Et vous avez 30% des comptes rendus de biologie. C'est assez faible. Ça correspond quand même au dépôt de documents le plus important dans mon espace santé. Mais vous voyez qu'il y a un gap. Et ce gap, il est dû à la qualification de l'INS, puisqu'ils ont parfois des difficultés à qualifier l'identifiant national de santé. Donc voilà, il y aura quand même un effort par rapport au compte rendu de biologie, mais c'est déjà conséquent. Et on a 35% des comptes rendus d'imagerie. Je vous ai remis en fait le rappel Sentinelle, qui est un dispositif qui vous permet de faire remonter à l'Agence du numérique en santé des difficultés sur votre logiciel référencé Ségur, donc sous-entendu donc pharmacien et médecin. Voilà, vous avez l'adresse de l'ANS qui est juste en bas, je vais vous mettre dans le chat. Et ça permet effectivement de faire remonter donc à la Caisse nationale et donc à l'ANS des difficultés. Et après, c'est un échange entre l'éditeur et l'ANS pour faire évoluer le logiciel. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis 2022. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à ça. Et en général, ils ont effectivement corrigé les bugs qu'il pourrait y avoir. Je vais vous mettre dans le Zoom. Et après, ce qu'on voulait vous montrer, c'est une petite démonstration. Bon, Hop. Je reprends la main, du coup. Et on va même pouvoir se connecter au DMP parce que, en fait, j'avais une CPE. Alors, c'est pas ma CPS, mais j'avais une CPE sur moi que j'ai pu utiliser. Donc, on est sur Amélie Pro, c'est ce qu'on vous disait. Alors, soit vous allez directement sur dmp.fr, soit quand vous êtes sur Amélie Pro, vous retrouvez maintenant ici dans les services patients, dossier médical partagé. Donc, vous cliquez dessus, ça va vous ramener sur cette page-là, où vous pouvez accéder au DMP du patient, soit avec ProSanté Connect et donc avec la ICPS, mais qui ne fonctionne pas en ce moment, c'est ce qu'ils nous disent ici, hein. Soit avec la CPS ou une CPE. Donc moi j'ai une CPE avec moi. Et donc on arrive sur cet écran-là qui nous permet de nous connecter au DMP du patient. Donc soit on a sa carte vitale et on peut la lire, soit on va aller rentrer son numéro de sécu ici et on peut ensuite se connecter directement sur le DMP du patient et retrouver tous les documents qui ont été déposés dessus. Comme le disait Laurent, même si le patient, lui, il n'a pas activé de son côté l'accès à son espace numérique en santé, il y a quand même des documents qui sont déposés dessus par les soignants qui le prennent en charge et auxquels vous pouvez accéder. Ce qui est quand même très pratique parce que quand on reçoit un patient via le SAS, quand on reçoit un patient qu'on ne connaît pas, ou quand c'est un patient dont le médecin est parti assez brutalement et qui n'a pas eu de transmission du dossier médical, depuis le temps maintenant que les dossiers médicaux partagés sont alimentés, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup d'éléments, la biologie, l'imagerie, les comptes rendus d'hospitalisation. C'est vraiment une source d'enseignement extrêmement précieux et qui est de plus en plus alimentée. Donc, je ne sais pas si on peut aller plus loin dans la démonstration, mais c'était un petit peu ce qu'on voulait vous montrer là. après, l'usager qui va activer son compte aujourd'hui, qui est ouvert depuis maintenant un certain nombre d'années, hein, depuis 3 ans, il va effectivement retrouver tous les documents qui ont été déposés tout au fil de ces 3 années.
Donc il aura une profondeur assez importante, comme vous l'avez actuellement. Donc il va Il rien va, perdre en fait. il va retrouver tout ce qui a été Mm, déposé mm, antérieurement à l'activation de son côté. mm. Je crois qu'il est 13h56, donc. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Euh, Moi, j'ai une question. J'étais en train de le tester en même temps. Quand on va sur un Amélie DMP, on a effectivement lire la carte vitale. Donc, je pense que quand on a le lecteur, il suffit de t'appuyer dessus. Et on a une liste C'est de ça. patients. Mais je vois pas bien comment c'est rangé. Ça correspond. C'est par ordre de. Pourquoi cette liste apparaît et comment c'est le rangement, il est comment? Parce qu'il n'y a pas de logique, la fonction de la date et tout, j'ai pas bien compris. Alors, de mémoire, moi, ce que j'avais remarqué quand je l'utilise, alors là, je suis connecté avec une autre CPE, c'est pas ma CPS habituellement, donc je pense que ça perturbe un peu le truc, mais c'est par historique d'utilisation ou de dépôt de données dessus. Donc peut-être que c'est aussi ton logiciel, quand tu déposes dessus, qui vient un petit peu alimenter cet historique. D'accord. Ok, il faudra qu'on regarde. Merci. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on peut se connecter à Amélie Pro avec une CPF? Bah, oui, tu peux. Alors, selon la délégation, bon, je vais peut-être laisser la caisse répondre, en fait, je suis bête. Alors en fait, là, bien non, je ne peux pas répondre complètement parce qu'il y a une matrice d'habilitation. Donc oui, effectivement, il peut se connecter avec une CPF. Par contre, je ne peux pas vous dire ce qu'il va voir en fait avec sa CPF. Il y a des droits qui sont différents en fonction de la profession. Donc un médecin ne voit pas la même chose qu'un pharmacien, qu'un kiné, etc. Mais vous avez une matrice d'habilitation qui est téléchargeable sur le dmp.fr. Vraiment, quand on ouvre le dmp.fr, il y a la matrice d'habilitation avec les connexions possibles et ce qu'on voit comme type de document. Donc la réponse est oui. Par contre, effectivement, il ne verra pas forcément tous les documents comme d'autres professionnels, et notamment le médecin traitant. Parce qu'il y a un médecin, en fait, administrateur du DMP, qui est le médecin traitant. Si vous voulez, il y a un lien entre le médecin traitant du patient qui vient dans le DMP et c'est le médecin qu'on appelle le médecin administrateur. Et lui, effectivement, il voit l'ensemble des informations. Donc lui, il a une vision complète, en fait, de l'espace santé de son patient. Rien ne peut lui être caché. Euh, Justement, Laurent, quand on est Oui, dans la liste, là, il y a le nom oui, d'un patient, les noms des patients qui apparaissent. Donc après, il faut regarder apparemment par ordre d'utilisation. Et il y a marqué médecin traitant DMP. Donc moi, je m'attendais à voir mon nom en dessous. Il n'y a rien en dessous, c'est vide. ouais. Alors, il faut que le patient, il vous désigne médecin traitant. Et oui, mais si on est désigné, il devrait apparaître, parce que là, j'ai l'exemple de patients dont je suis le médecin traitant. Ou alors, c'est que ça n'a pas été bien fait, il faut vérifier. Oui, il faut vérifier. Mais Parce que là, normalement, il y en a aucun qui est rempli, donc ça me semble bizarre. alors, est-ce qu'ils ont activé leur compte? Il y a aussi ça. S'ils n'ont pas activé leur D'accord, compte, là, effectivement, on verra rien, on verra même pas l'historique de remboursement. d'accord. Que vous voyez effectivement tous les documents qui ont été déposés à un instant T, enfin, tout au long voilà, de Ouais, l'année, tout au long effectivement, des 3 ans. Mais par contre, il n'y a pas d'historique de remboursement. Et si vous ne voyez pas votre nom en tant que médecin traitant, c'est que lui, il l'a certainement pas activé. Il y a des fonctionnalités qui se mettent pas en route s'il n'a pas activé, d'accord, notamment les volontés de fin de vie, etc. Tout ce qui est en d'accord. termes d'administration, de gestion du dossier. Et j'ai une autre question. Si par exemple un autre médecin ou un kiné ou quelque chose se connecte, justement, si le patient a activé son compte, il va voir qui est son médecin traitant. Et il va voir qui est le médecin administrateur, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc ça, Oui. c'est intéressant parce qu'un professionnel paramédical peut connaître comme ça le médecin traitant si jamais il en a besoin, par exemple. Parce est-ce qu'on peut accéder au DMP quand le patient est absent? Normalement, il faut son Oui. autorisation. Alors, si vous l'avez obtenu au moins une fois, vous êtes dans son cercle de soins, vous êtes autorisé effectivement à consulter son dossier en son absence, bien D'accord. évidemment, parce que sinon, il n'y a aucun Ok. intérêt. Il n'a pas besoin d'être Ouais. physiquement présent. Mais par contre, D'accord. à un moment donné, vous êtes dit, bah voilà, je vais consulter votre DMP, est-ce qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça? Et là, vous avez son consentement éclairé. Et là, à tout moment, vous consultez son dossier. D'accord. Donc, dans un cercle de soins, on peut comme ça voir qui est le médecin traitant et
et construire les choses comme ça. D'accord, Oui, mais merci. sur Amélie Pro aussi, on a l'information qui est le médecin traitant. Mm. Pas forcément que sur le DMP. Sur votre Amélie Pro, vous avez la notion de qui est le Oui, médecin nous traitant. en tant que Ouais, médecins, nous nous en en tant tant que que médecins, médecin. mais Oui. les paramédicaux, je ne suis pas sûre qu'ils ont en dehors de Non, ce non, ils n'ont système pas ça. l'accès. Ouais, c'est Non. ça. Ils ont la formation comme quoi il y a un médecin traitant, mais ils ne sont pas forcément son nom. D'accord. On a le docteur Sillier qui aimerait poser une question. Oui, alors du coup, je prends la main, vous m'entendez bien? Oui. 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 Alors, moi, je réagis à ce qui vient juste d'être dit. Je suis pour le coup, du coup, j'ai été voir aussi en même temps que Christine ce qui était sur le DMP. Donc, je suis mon médecin traitant, j'ai activé mon espace santé et je ne suis pas marquée comme étant mon médecin traitant. Enfin, c'est pareil, c'est pas du tout renseigné comme Christine. Donc, Mm. D'accord. voilà. Et moi, ce que je voulais dire justement par rapport au fait qu'on est administrateur des dossiers de nos patients, personnellement, quand je vais sur les DMP, il y a tellement de documents des fois que c'est trop dur d'y s'y retrouver. On n'a pas de possibilité, déjà c'est classé, le premier document qui apparaît, c'est le dernier qui a été mis sur le dossier, mais alors après s'y retrouver dans les différentes biologies, dans les comptes rendus, s'il faut cliquer sur chaque document, voilà, c'est pas très fonctionnel à ce point de vue-là. J'espère qu'il y aura des améliorations. Alors en plus, j'ai des patients qui sont assez férus d'informatique, qui avaient fait vraiment le dossier imagerie, le dossier biologie, le dossier ceci. Et ben, ça n'apparaît pas quand nous, on se connecte dessus, on ne le voit pas, ce qu'il a fait comme type de rangement. Et puis, une autre remarque en tant que médecin généraliste, vous disiez que les vaccinations qui sont faites en officine sont renseignées. Ben, ça serait bien que nous, en tant que médecins, on puisse aussi renseigner les vaccins qu'on fait, notamment le tétanos, qu'on est toujours en train de chercher. Voilà. C'est juste des petites réflexions que je voulais partager. Mm. Merci. Merci, docteur. On a déjà eu des remarques en ce sens. On les a partagées à la CNAM parce que c'est vrai qu'on était au moment du lancement sur un enjeu d'alimenter. Et là, on voit que les chiffres, tout à l'heure, l'illustraient aussi. On voit qu'aujourd'hui, on a des masses de documents et c'est pas fini parce que ça a pour objectif aussi de vivre avec enfin, dans le temps. Et il y a un vrai enjeu, effectivement, y compris peut-être de supprimer aussi certains documents, une ordonnance par exemple, ou enfin certains documents qui ont une durée de vie limitée, on pas vocation à rester éternellement sur le DMP. Donc ça fait partie des sujets là qui vont être, je pense, dans la V2 là, de la suite de mon espace santé. On partage tout à fait. Ce que disait le docteur. On pourrait imaginer, mais ça c'est un problème d'informaticien, des espèces de prioriser, c'est-à-dire le truc très important, on le fait rentrer en rouge, le truc moins important en bleu, le truc qui peut être effacé plus tard. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être ça serait une piste, c'est-à-dire que la personne qui fait rentrer quelque chose dans le DMP peut essayer de le prioriser en choses très importantes ou moins importantes. Enfin, je sais pas, c'est une idée, hein. Suivant les logiciels qu'on avait, donc moi avant j'étais sur Crossway et ça me mettait systématiquement toutes les ordonnances que je faisais, même celles qui n'avaient pas d'intérêt comme l'éconazole, des trucs, voilà. Alors que la seule qui serait vraiment intéressante, c'est son ordonnance de traitement habituel, on va dire. Et inversement, bon maintenant j'ai le choix de mettre que ce que je veux. Donc je trouve ça plus pratique aussi pour pouvoir justement ne mettre que des choses qui sont vraiment intéressantes. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue notre webinaire parce que voilà, pour qu'on respecte le timing qu'on s'était donné. Merci pour votre participation active. Merci, docteur Besançon, pour toutes vos Avec démonstrations. plaisir. Et à très bientôt pour un prochain webinaire au prochain trimestre. Et on vous envoie les réponses pour les pharmaciens et pour la facturation des médecins requérants en direct ou en différé. Merci Au revoir. beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir.